Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le cours Les amibes libres. Plan du cours, on commence en grand 1 par l'introduction, grand 2 morphologie, en grand 3 écologie, en grand 4 clinique, en grand 5 diagnostic, en grand 6 traitement et on termine par la prophylaxie en grand 6. En grand 1 introduction. Les amibes libres sont des protozoaires eucaryotes cosmopolites, particulièrement retrouvés dans les environnements hydriques, considérés comme opportunistes, responsables des affections graves, voire mortelles, comme les méningo-encéphalites amibiennes primitives, dues à Naegleria fowleri, ou les encéphalites granulomateuses amibiennes, dues à Acanthamoeba aspe ou à Balamuthia mandrillaris. Il existe une autre forme clinique, c'est les kératites amibiennes, dues au genre Acanthamoeba, souvent liées à un défaut d'entretien de lentilles de contact. Les amibes libres aussi ont la particularité de pouvoir héberger d'autres micro-organismes comme les bactéries, les champignons, les virus, leur accordant ainsi une certaine forme de protection. Grand 2, morphologie. Donc avant de détailler la morphologie de chaque genre, on va parler de la morphologie générale des amibes libres. Donc les amibes libres possèdent un noyau avec un gros caryosome central et un système vacuolaire pulsatile. Toutes les amibes libres se présentent sous deux formes, une forme végétative trophozoïde mobile et une forme kystique immobile, c'est la forme de dissémination de la maladie. Alors en ce qui concerne le genre Acanthamoeba, on voit dans la photo, donc la forme végétative, sa taille ne dépasse pas 30 microns, possède un noyau avec un gros caryosome central et une large vacuole contractile pulsatile. Donc ces amibes se déplacent en émettant des pseudopodes en épingle, lui confèrent un aspect hérissé et ne se transforment jamais en forme flagellée. La deuxième photo représente le kyste d'Acanthamoeba. Donc sa taille ne dépasse pas les 20 microns, donc c'est environ 10 à 20 microns, possède deux membranes, une membrane interne ou dite intime, peut être ovoïde, polygonale ou étoilée, et la membrane externe ou dite exime est plissée et disposée d'une façon lâche autour de l'intime. Les deux membranes fusionnent par endroits pour former les ostioles qui permettent le désenquistement, ces qui sont très résistants à la chaleur, au froid et aux agents antimicrobiens. Donc la deuxième amibe, c'est la Naegleria fowleri. D'ailleurs, c'est la seule espèce responsable des méningoencéphalites aigus primitifs. La Naegleria fowleri existe sous deux formes végétatives et une forme kystique. Donc, en ce qui concerne la première forme végétative trophozoïde, mesure de 20 à 30 microns, se déplace grâce à des pseudopodes ou des lobopodes et a la capacité de se transformer en forme flagellée. La forme flagellée qui est au centre mesure de 15 microns, possède de 2 à 4 flagelles, donc elle est obtenue en milieu de culture en rajoutant de l'eau stérile, obtenue en 1 à 2 heures, c'est ce qu'on appelle le test d'exflagellation. Enfin, le kyste, il mesure de 7 à 10 microns, c'est la forme de dissémination, entourée d'une double membrane lisse qui possède plusieurs pores à travers lesquels s'effectue le dékystement. Grand 3 écologie, Naegleria fowleri et Acanthamoeba aspe. Alors, une différence, c'est que la Naegleria fowleri, elle est thermophile, retrouvée dans les piscines, les sources d'eau chaude, les établissements thermaux, les mares chauffées par le soleil, l'eau de robinet, les égouts, les climatiseurs. Acanthamoeba est non influencée par la température. On peut la retrouver dans les bouteilles, dans l'eau de l'Antarctique, les piscines glacées en Norvège, etc. Mode de contamination, on va commencer par la Naegleria fowleri. On a déjà dit que c'est une amibe thermophile. Généralement, elle est contractée à la suite d'une baignade dans les eaux réchauffées. Les amibes pénètrent dans les narines, franchissent les muqueuses olfactives, remontent le long des filets nerveux olfactifs et puis atteignent les lobes olfactifs et finalement l'encéphale. À la différence de la Naegleria fowleri, Acanthamoeba aspe est non influencée par la température, elle n'est pas thermophile.
Donc, l'atteinte du système nerveux central est secondaire à une atteinte primaire respiratoire ou épithéliale, suivie par un passage par voie hématogène. Les amibes passent ensuite la barrière hémato-encéphalique pour atteindre le cerveau et engendrer l'encéphalite aiguë granulomateuse. Donc, l'atteinte du système nerveux central ici se fait secondairement. En grand 5 cliniques. Donc, les amibes libres engendrent plusieurs formes cliniques. Alors, en ce qui concerne le genre Acanthamoeba, on distingue les kératites amibiennes et l'encéphalite aiguë granulomateuse. En ce qui concerne les kératites amibiennes, sont en rapport dans 90% de cas, donc avec la mauvaise hygiène et l'entretien des lentilles, soit par le rinçage à l'eau de robinet, soit par l'absence de séchage des mains, ou le port de lentilles lors des baignades en piscine. Les microtraumatismes de l'épithélium cornéen induits par le port des lentilles facilitent aussi l'adhésion des formes végétatives des amibes libres. Dans 10% des cas, on a la notion de traumatisme cornéen avec ou sans corps étranger, suivi d'une exposition à l'eau souillée des végétaux. La deuxième forme clinique due à Acanthamoeba, c'est l'encéphalite aiguë granulomateuse. On a déjà dit dans le mode de contamination que l'atteinte du système nerveux central est secondaire à l'atteinte pulmonaire, et puis on a la dissémination par voie hématogène, et puis hémato-encéphalique. Le début est progressif et insidieux. L'EAG touche le plus souvent les sujets immunodéprimés. Les signes cliniques sont type d'hémiparésie, vertige, altération de la personnalité, céphalée, fièvre, nausée, vomissement, paralysé des nerfs crâniens, et l'évolution se fait en quelques semaines à un mois vers le coma, voire la mort. Les méningoencéphalites amibiens primitifs, dus à la Naegleria fowleri, la seule espèce de Naegleria pathogène pour l'homme, une espèce thermophile qui pénètre par la muqueuse olfactive, enchemine les nerfs olfactifs, atteint les lobes olfactifs et enfin l'encéphale. Le début est brutal, touche les sujets immunocompétents. Les signes cliniques sont type de syndrome méningé avec céphalée, fièvre, nausée, vomissement, raideur de la nuque. L'évolution se fait vers le coma, la mort en 15 jours. Donc, arrivons au diagnostic. D'abord, on va commencer par les différents prélèvements, alors qui sont réalisés en fonction des tableaux cliniques. Pour le genre Naegleria, la recherche des amibes libres s'effectue dans le liquide céphalorachidien. De même pour l'Acanthamoeba, on fait un prélèvement du liquide céphalorachidien. Et du fait que l'Acanthamoeba peut engendrer des kératites amibiennes, donc la recherche des amibes s'effectue alors dans le produit de grattage cornéen, dans le liquide de lavage des lentilles ou les lentilles elles-mêmes. Donc, après avoir fait les différents prélèvements, on passe à l'examen direct entre lame et lamelle au microscope optique au grossissement 40. Le liquide céphalorachidien sera centrifugé, on prend le culot, on l'examine et le frottis du grattage cornéen est dilué dans un peu de l'eau physiologique et aussi examiné entre lame et lamelle. Différentes colorations peuvent être utilisées donc pour améliorer l'examen direct, comme la coloration de Gram, Giemsa et le bleu du coton. Alors, la mise en culture s'effectue dans un milieu gélosé en boîte de pétri, auquel on va rajouter quelques gouttes d'une suspension d'entérobactères comme Escherichia coli, vu que les amibes libres sont des bactériophages. Donc, on va ensemencer le culot de centrifugation du LCR. On va incuber à une température de 37 degrés. La première lecture se fait au bout de 48 heures, puis tous les 4 jours pendant 3 semaines. Alors, lire directement en déplaçant la gélose sous le microscope ou en prélevant à la surface. Le traitement, donc en ce qui concerne la méningoencéphalite aiguë primitive à Naegleria fowleri, le traitement fait appel à l'amphotericine B qui est la fengisone en injection par voie intrarachidienne associée à une antibiothérapie, la rifampicine, la tétracycline ou les sulfamides. En ce qui concerne l'encéphalite aiguë granulomateuse, l'efficacité de la sulfadiazine a été rapportée, ainsi que celle de la polymyxine par voie intraveineuse. Les kératites amibiennes à Acanthamoeba, donc les kystes d'Acanthamoeba sont très résistants,
Le traitement médical peut permettre la stérilisation des lésions et fait appel à l'association d'un antifongique comme le ketoconazole, le Nizoral par voie générale et un antibiotique par voie locale comme la néomycine, la polymyxine, l'isocyanate de propanidine, le brolène en collyre. Prophylaxie, donc en ce qui concerne les méningites, le rôle de l'eau semble essentiel. Par conséquent, la surveillance rigoureuse des installations de traitement des eaux destinées aux baignades est fondamentale. Donc, par le nettoyage rigoureux des filtres, par le contrôle de la teneur en antiseptique, par le renouvellement de l'eau et par le brossage des parois pour détruire les micro-niches telles que les fentes, les fissures, des carrelages qui pourraient jouer un rôle protecteur pour les amibes. Alors, en ce qui concerne les kératites, la prévention pourrait être améliorée par une amélioration, donc, de l'entretien des lentilles, ceci par l'emploi des solutions stériles du commerce et d'éviter tout contact entre les lentilles et l'eau du robinet.